Washington vient de tendre le piège le plus sophistiqué jamais conçu contre un leader africain. Des menaces économiques, des dossiers compromettants, une visite nocturne d'ambassadeurs, tout était calculé pour faire plier Ibrahim Traoré. Mais ce que les stratèges américains ignoraient, c'est que le président burkinabé avait préparé sa propre contre-attaque. Une stratégie brillante qui va retourner le piège contre ses créateurs et transformer une tentative d'humiliation en victoire diplomatique historique. Pendant que la Maison-Blanche célébrait prématurément sa victoire, Traoré orchestrait en secret une manœuvre qui allait stupéfier le monde entier. Si vous voulez découvrir comment un petit pays enclavé du Sahel a réussi à déjouer la première puissance mondiale, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes ces analyses exclusives sur la géopolitique africaine. Accrochez-vous, ça va être explosif. La poussière rouge de Ouagadougou se soulevait dans l'air brûlant du matin lorsque l'enveloppe diplomatique parvint au palais présidentiel. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, tenait entre ses mains un document qui allait déterminer l'avenir de millions d'Africains. Cette invitation au sommet de Washington n'était pas une simple courtoisie diplomatique, mais un test stratégique soigneusement orchestré par les puissances occidentales. Derrière les formules protocolaires se cachait une intention claire, mesurer jusqu'où ce jeune leader africain était prêt à aller dans sa quête d'indépendance. Les chancelleries européennes et américaines avaient observé avec inquiétude la montée en puissance de ce militaire qui osait remettre en question l'ordre établi. L'expulsion des troupes françaises, la nationalisation progressive des ressources minières et le rapprochement avec de nouveaux partenaires internationaux avaient déclenché une série d'alarmes dans les capitales occidentales. Cette invitation représentait donc une opportunité de reprendre le contrôle du narratif, de replacer ce leader dans le cadre traditionnel des relations asymétriques entre l'Afrique et l'Occident. Dans les couloirs du pouvoir burkinabé, l'arrivée de cette invitation provoqua des réactions immédiates et contrastées parmi les conseillers présidentiels. Amadou, le chef de cabinet expérimenté, voyait dans cette convocation une occasion unique de porter la voix du Burkina Faso sur la scène mondiale. Formé à l'école de la diplomatie africaine, il comprenait l'importance des symboles et des gestes publics dans la construction d'une légitimité internationale. Pour lui, refuser l'invitation aurait signifié accepter l'isolement, donner raison à ceux qui prétendaient que l'Afrique ne pouvait exister que dans les marges du système international. Cependant, il mesurait également les risques inhérents à une telle démarche. L'histoire récente du continent était jalonnée d'exemples de leaders africains piégés, humiliés ou marginalisés lors de sommets internationaux. Les mécanismes de domination avaient évolué, devenant plus subtils mais non moins efficaces. Il fallait donc préparer cette visite comme une opération militaire, anticiper chaque scénario, prévoir chaque réplique possible. Le capitaine Sawadogo, responsable de la sécurité présidentielle, apportait une perspective radicalement différente à ses délibérations stratégiques. Vétéran des combats dans le nord du pays, il avait appris à ses dépens que les menaces les plus graves ne venaient pas toujours du champ de bataille traditionnel. Les assassinats politiques, les manipulations médiatiques, les empoisonnements discrets faisaient partie de l'arsenal des grandes puissances lorsqu'elles cherchaient à éliminer des leaders africains dérangeants. Sankara, Lumumba, Kadhafi, autant de noms qui résonnaient comme des avertissements dans sa mémoire collective. Il insistait sur la nécessité d'un protocole de sécurité renforcé, d'une équipe entièrement composée d'Africains loyaux, et d'une vigilance constante face aux tentatives de corruption ou d'infiltration. Pour Sawadogo, chaque moment passé sur le sol américain représentait un danger potentiel qu'il fallait cartographier et neutraliser. Sa vision n'était pas celle d'un paranoïaque, mais d'un stratège qui refusait de sous-estimer l'adversaire. Ibrahim Traoré écoutait ces arguments contradictoires avec l'attention d'un chef militaire évaluant le terrain avant une bataille décisive. Il comprenait que cette invitation constituait un moment charnière, non seulement pour son pays, mais pour l'ensemble du continent africain. Le choix qu'il ferait résonnerait bien au-delà des frontières du Burkina Faso, influençant la perception que des millions d'Africains avaient de leur propre capacité à défier l'ordre établi. Refuser l'invitation pouvait être interprété comme un signe de faiblesse, une incapacité à affronter les puissances occidentales sur leur propre terrain. Accepter, en revanche, signifiait entrer dans une arène où les règles du jeu étaient fixées par l'adversaire, où chaque geste serait scruté, analysé, potentiellement instrumentalisé. Le président burkinabé savait que la vraie bataille ne se jouerait pas dans les salles de conférences climatisées de Washington, mais dans l'imaginaire collectif des peuples africains. Il s'agissait de transformer ce qui était conçu comme un piège en une tribune pour affirmer une vision alternative de la souveraineté africaine. La préparation de ce voyage devint rapidement une opération d'envergure nationale, mobilisant les meilleurs esprits du pays. Des économistes furent chargés de compiler des données précises sur l'exploitation des ressources naturelles burkinabées, établissant avec rigueur la part captée par les intérêts étrangers depuis l'indépendance formelle du pays. Ces chiffres, soigneusement vérifiés et documentés, constituaient une arme redoutable dans le débat qui s'annonçait.
Des juristes internationaux analysèrent les accords de coopération liant le Burkina Faso aux anciennes puissances coloniales, identifiant les clauses léonines qui perpétuaient une forme de dépendance économique. Des historiens furent consultés pour replacer la démarche actuelle dans la longue histoire des luttes anticoloniales africaines, établissant une continuité entre les combats d'hier et les enjeux d'aujourd'hui. Cette mobilisation intellectuelle témoignait d'une approche méthodique. Il ne s'agissait pas de se présenter à Washington avec de simples slogans, mais avec une argumentation solidement étayée, capable de résister aux contrefeux médiatiques et diplomatiques qui ne manqueraient pas de se déclencher. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, la nouvelle du voyage présidentiel se propagea rapidement, suscitant des réactions passionnées. Pour les jeunes chômeurs qui passaient leur journée à l'ombre des manguiers, discutant de l'avenir du pays, cette visite représentait un test de la sincérité de leur président. Traoré avait promis de rompre avec les anciennes pratiques de soumission aux puissances étrangères, d'affirmer la dignité burkinabé face à ceux qui considéraient l'Afrique comme un terrain de chasse économique. Allait-il tenir parole une fois confronté à la pression des diplomates occidentaux? Les femmes des marchés, qui avaient vu leurs maris et leurs fils partir combattre les groupes armés dans le Nord, espéraient que ce voyage apporterait une reconnaissance internationale aux sacrifices consentis par le peuple burkinabé. Les intellectuels, réunis dans les universités et les centres culturels, débattaient des enjeux théoriques de cette confrontation. Était-il encore possible, au XXIe siècle, pour un petit pays africain de défier l'hégémonie occidentale? Cette effervescence populaire témoignait d'une prise de conscience. Le destin individuel de chaque burkinabé était désormais lié aux décisions prises au sommet de l'État. Les services de renseignement burkinabés, souvent sous-estimés par les observateurs internationaux, jouèrent un rôle crucial dans la préparation stratégique de cette visite. Ils identifièrent les principaux acteurs hostiles au sein de la délégation américaine, établissant des profils détaillés de chaque diplomate susceptible d'orchestrer une tentative d'humiliation publique. Ces agents recueillirent également des informations sur les précédents sommets où des leaders africains avaient été marginalisés ou ridiculisés, étudiant les techniques employées pour déstabiliser psychologiquement les invités africains. Un dossier particulièrement révélateur concernait la manipulation des ordres du jour, où les interventions africaines étaient systématiquement reléguées en fin de session, à des moments où l'attention médiatique s'était dissipée. Une autre tactique identifiée consistait à isoler physiquement les délégations africaines dans des hôtels éloignés des centres de décision, créant ainsi une géographie symbolique de la marginalisation. Fort de ces renseignements, l'équipe présidentielle élabora des contre-stratégies visant à déjouer ces pièges prévisibles, transformant la connaissance de l'adversaire en avantage tactique. Ibrahim Traoré prit finalement sa décision dans la solitude de son bureau, après avoir pesé tous les arguments et évalué tous les scénarios possibles. Il irait à Washington, mais selon ses propres termes, portant non seulement la voix du Burkina Faso, mais celle de millions d'Africains fatigués de voir leurs dirigeants courber l'échine devant les anciennes puissances coloniales. Cette décision ne reposait pas sur une impulsion émotionnelle, mais sur un calcul stratégique minutieux. En acceptant l'invitation, il forçait ses adversaires à exposer publiquement leurs véritables intentions. En se présentant sur leur terrain, il démontrait qu'il n'avait rien à craindre d'une confrontation ouverte. Mais surtout, il créait une opportunité médiatique que les puissances occidentales ne pouvaient plus contrôler totalement à l'ère des réseaux sociaux et de l'information instantanée. Chaque geste, chaque parole prononcée à Washington serait immédiatement relayée aux quatre coins du continent africain, créant un moment de vérité impossible à occulter. Le président burkinabé comprenait que la vraie bataille se jouerait dans la perception publique, et que sa meilleure arme serait l'authenticité de son message face à la sophistication hypocrite du protocole diplomatique occidental. La veille du départ, une cérémonie discrète mais chargée de symbolisme se déroula dans la cour du palais présidentiel. Les anciens du pays, gardiens de la mémoire collective et de la sagesse traditionnelle, vinrent bénir le voyage du président. Konaté, un vieil homme dont le visage portait les cicatrices des luttes anticoloniales, posa sa main sur l'épaule d'Ibrahim Traoré dans un geste qui résumait la transmission intergénérationnelle de la résistance africaine. Cette scène, capturée par quelques photographes, deviendrait plus tard iconique. Elle montrait que la quête de souveraineté n'était pas une rupture avec le passé, mais son accomplissement logique. Les anciens rappelèrent les paroles de Sankara, les combats de Lumumba, les sacrifices de tous ceux qui avaient refusé l'humiliation coloniale. Ils transmirent à Traoré non seulement leur bénédiction, mais aussi leur exigence, ne jamais accepter le compromis sur la dignité nationale. Cette cérémonie acheva de consolider la détermination du président. Il ne partait pas seul à Washington, mais accompagné spirituellement de toute l'histoire de résistance du continent africain. Le jour du départ, l'aéroport de Ouagadougou connut une affluence exceptionnelle. Des milliers de Burkinabés s'étaient rassemblés pour accompagner leur président, transformant ce départ en une manifestation spontanée de soutien populaire. Les pancartes brandies portaient des messages simples mais puissants. « Nous sommes avec toi, la dignité n'est pas négociable, l'Afrique debout ». Cette mobilisation populaire n'avait pas été orchestrée par le pouvoir. Elle émanait d'une aspiration profonde du peuple à voir enfin un de ses leaders tenir tête aux puissances qui avaient si longtemps dicté le destin du continent.
Lorsque l'avion présidentiel décolla dans le ciel brûlant du Burkina Faso, emportant Ibrahim Traoré vers Washington, il emportait aussi les espoirs, les craintes et les rêves de millions d'Africains. Ce vol n'était pas simplement un déplacement géographique, mais un franchissement symbolique. L'Afrique quittait la posture de l'objet de l'histoire pour revendiquer son statut de sujet actif sur la scène mondiale. Dans les heures qui suivirent, les réseaux sociaux africains s'enflammèrent, créant une communauté virtuelle unie par l'attente d'un moment historique. L'arrivée de la délégation burkinabé sur le sol américain marqua le début d'une confrontation subtile mais impitoyable entre deux visions du monde radicalement opposées. Dès la descente de l'avion, les observateurs avertis notèrent les premiers signes de la stratégie d'intimidation mise en place par les hôtes américains. Le protocole d'accueil, apparemment respectueux, comportait de multiples micro-agressions calculées pour placer psychologiquement les visiteurs africains en position d'infériorité. L'emplacement de l'hôtel réservé à la délégation, excentré par rapport au lieu de pouvoir, constituait déjà un message symbolique. Les horaires imposés pour les réunions préparatoires, systématiquement fixés tard le soir ou tôt le matin, visaient à fatiguer les participants africains avant les sessions officielles. Les salles de réunion attribuées, plus petites et moins prestigieuses que celles réservées aux délégations européennes, participaient de cette géographie politique de la marginalisation. Ibrahim Traoré et son équipe, prévenus par leurs services de renseignement, identifièrent immédiatement ces tactiques pour ce qu'elles étaient, une tentative d'affaiblir leur position avant même le début des discussions substantielles. La manipulation des données statistiques constituait un autre volet essentiel de la stratégie occidentale visant à discréditer la politique de souveraineté menée par le Burkina Faso. Les documents officiels distribués aux participants du sommet présentaient une vision déformée de la réalité économique africaine, utilisant des méthodologies biaisées pour minimiser l'ampleur de l'exploitation des ressources naturelles du continent. Amadou, le chef de cabinet burkinabé, découvrit ainsi que les chiffres concernant l'extraction minière au Burkina Faso avaient été systématiquement minorés dans les rapports américains. Selon ces documents, seulement 40% des ressources minérales burkinabées étaient contrôlées par des intérêts étrangers, alors que les données réelles, compilées par les services économiques nationaux, établissaient ce pourcentage à 62%. Cette différence de 22 points n'était pas une simple erreur statistique, mais une manipulation délibérée visant à affaiblir l'argumentaire burkinabé sur la nécessité de reprendre le contrôle des richesses nationales. En réduisant artificiellement l'ampleur de la captation étrangère des ressources, les organisateurs du sommet cherchaient à faire passer les revendications de souveraineté économique pour des exagérations nationalistes dénuées de fondements factuels. Les investissements occidentaux en Afrique constituaient un autre domaine où la manipulation des chiffres servait un agenda politique précis. Les documents officiels du sommet faisaient état de 3,1 milliards de dollars investis par les puissances occidentales dans les infrastructures énergétiques d'Afrique de l'Ouest au cours de l'année précédente. Ce chiffre impressionnant était censé démontrer la générosité et l'engagement des pays développés envers le développement africain. Cependant, l'équipe économique burkinabé, ayant effectué ses propres recherches, découvrit une réalité bien différente. Les investissements réellement débloqués et effectivement arrivés sur le terrain ne s'élevaient qu'à 1,2 milliard de dollars, soit moins de 40% du montant annoncé. Le reste correspondait à des promesses non tenues, des crédits annoncés lors de sommets précédents mais jamais versés, des projets abandonnés en cours de route. Cette pratique, systématique dans les relations entre l'Occident et l'Afrique, permettait de maintenir l'illusion d'une aide massive tout en préservant les intérêts économiques des pays donateurs. L'écart de près de 2 milliards de dollars entre les annonces et la réalité constituait la preuve tangible d'une hypocrisie structurelle que Traoré était déterminé à dénoncer publiquement. La question de l'âge des dirigeants africains faisait également l'objet d'une manipulation statistique révélatrice des stéréotypes persistants dans les chancelleries occidentales. Les organisateurs du sommet avaient calculé que l'âge moyen des chefs d'État africains s'établissait à environ 55 ans, renforçant ainsi le narratif d'un continent dirigé par une gérontocratie coupée des aspirations de sa jeunesse. Cette statistique était utilisée pour légitimer l'intervention occidentale, présentée comme nécessaire pour moderniser des structures de pouvoir archaïques. Cependant, l'équipe burkinabé, en recalculant cette moyenne avec une méthodologie plus rigoureuse et en excluant les cas de dirigeants maintenus artificiellement au pouvoir par des interventions extérieures, établit l'âge moyen réel à 47 ans. Cette différence de 8 ans n'était pas anodine. Elle permettait de disqualifier a priori des leaders comme Ibrahim Traoré, dont la relative jeunesse et la proximité avec les aspirations populaires représentaient une menace pour l'ordre établi. En vieillissant artificiellement les dirigeants africains dans les statistiques, les organisateurs cherchaient à présenter toute contestation de l'ordre existant comme le fait d'une jeunesse irresponsable et inexpérimentée. Face à ces manipulations systématiques, l'équipe burkinabé développa une contre-stratégie intellectuelle sophistiquée basée sur la transparence des données et la rigueur méthodologique. Plutôt que de se contenter de dénoncer les chiffres falsifiés, Amadou et ses collaborateurs préparèrent des dossiers détaillés documentant chaque écart entre les statistiques officielles et la réalité terrain. Ces dossiers incluaient non seulement les données correctes,
mais aussi une analyse des méthodes utilisées pour produire les distorsions, révélant ainsi le caractère systématique et intentionnel de ces manipulations. Cette approche transformait un débat potentiellement émotionnel en une démonstration factuelle irréfutable. Les économistes burkinabés calculèrent également ce qu'ils appelèrent le delta de manipulation, c'est-à-dire l'écart systématique entre les versions officielles et la réalité mesurable. Ce delta, une fois établi pour plusieurs domaines statistiques, révélait un pattern cohérent. Dans tous les cas, les chiffres étaient ajustés de manière à minimiser l'ampleur de l'exploitation économique de l'Afrique et à surévaluer la contribution positive de l'Occident. Cette démonstration méthodique constituait une arme redoutable dans la bataille narrative qui s'annonçait. Les premiers briefings à Washington confirmèrent les craintes de l'équipe burkinabé quant aux intentions réelles des organisateurs du sommet. L'ordre du jour révélait une stratégie de marginalisation soigneusement orchestrée. Les interventions des délégations africaines étaient systématiquement placées en fin de session, à des moments où l'attention médiatique s'était déjà déplacée vers d'autres sujets. Les temps de parole alloués étaient significativement plus courts que ceux accordés aux représentants européens ou américains. Les thématiques abordées étaient cadrées de manière à exclure d'emblée certaines questions sensibles, comme la responsabilité historique de l'Occident dans le sous-développement africain ou la question des réparations pour l'esclavage et la colonisation. Les modérateurs désignés, tous issus d'institutions occidentales, disposaient d'un pouvoir discrétionnaire pour couper la parole ou orienter les débats. Cette architecture procédurale n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une réflexion stratégique visant à contrôler le narratif tout en maintenant l'apparence d'un dialogue égalitaire. Ibrahim Traoré comprit immédiatement qu'il devrait sortir de ce cadre préétabli s'il voulait faire passer son message. La sécurité personnelle du président burkinabé constituait une préoccupation constante pour le capitaine Sawadogo et son équipe. Les précédents historiques d'assassinats ou de tentatives d'élimination de leaders africains dérangeants pesaient lourdement dans leur évaluation des risques. Sawadogo avait établi une liste détaillée des scénarios possibles, allant de l'empoisonnement discret à l'accident arrangé, en passant par la manipulation médiatique visant à discréditer moralement le président avant un coup d'État fomenté à distance. Les routes empruntées par le convoi présidentiel étaient systématiquement vérifiées, les repas préparés sous surveillance, les chambres d'hôtel inspectées quotidiennement. Cette vigilance extrême n'était pas de la paranoïa, mais la conséquence d'une lecture lucide de l'histoire africaine récente. Sawadogo rappelait régulièrement à son équipe que Sankara avait été assassiné malgré toutes les précautions, que Lumumba avait été éliminé avec la complicité active des services occidentaux, que Kadhafi avait été lynché après une intervention militaire présentée comme humanitaire. Ces exemples constituaient autant d'avertissements sur les méthodes employées lorsque les intérêts occidentaux se sentaient menacés par un leader africain trop indépendant. L'atmosphère au sein de la délégation burkinabé oscillait entre détermination et tension à mesure que le sommet approchait. Les membres de l'équipe comprenaient qu'ils participaient à un moment historique dont l'issue pourrait redéfinir les relations entre l'Afrique et l'Occident pour les décennies à venir. Les jeunes diplomates, formés dans les universités africaines et imprégnés d'un nouveau sentiment de fierté continentale, voyaient dans ce sommet l'opportunité de renverser symboliquement les rapports de domination hérités de la colonisation. Les conseillers plus expérimentés, ayant vécu les désillusions des indépendances formelles et les ajustements structurels imposés par les institutions financières internationales, tempéraient cet enthousiasme par un réalisme prudent. Ils savaient que les structures de pouvoir mondial ne se laissaient pas bousculer facilement et que toute victoire symbolique pouvait se payer ultérieurement par des représailles économiques ou politiques. Ibrahim Traoré naviguait entre ces deux sensibilités, s'appuyant sur l'énergie des jeunes tout en intégrant la sagesse des anciens. Cette synthèse générationnelle constituait peut-être sa plus grande force. Les dernières heures avant l'ouverture officielle du sommet furent consacrées à une ultime révision de la stratégie de communication. Amadou insistait sur l'importance de maintenir un ton diplomatique tout en étant ferme sur le fond. Il fallait éviter de tomber dans le piège de la victimisation, qui confirmerait les stéréotypes occidentaux sur l'Afrique incapable d'assumer ses responsabilités. Il fallait également résister à la tentation de l'agressivité verbale, qui fournirait un prétexte pour disqualifier l'ensemble du message. L'objectif était de présenter une argumentation rationnelle, solidement documentée, impossible à écarter d'un revers de main. Les chiffres compilés, les écarts démontrés, les manipulations révélées devaient être exposées avec la froideur d'un procureur présentant des preuves devant un tribunal. Cette approche factuelle constituait la meilleure protection contre les tentatives de déformation médiatique qui ne manqueraient pas de suivre. Ibrahim Traoré, ancien militaire habitué à la discipline et à la précision, se sentait à l'aise avec cette méthode. Il savait que la bataille des idées, comme celle des armes, se gagnait par la préparation, l'anticipation et l'exécution impeccable d'un plan mûrement réfléchi. Le soir précédant l'ouverture du sommet, Ibrahim Traoré se retira dans sa chambre d'hôtel pour un moment de réflexion solitaire. Par la fenêtre, il contemplait les lumières de Washington, cette ville construite pour impressionner et intimider, avec ses monuments massifs célébrant la puissance américaine.
Il pensait aux villages burkinabés plongés dans l'obscurité faute d'électrification, aux écoles manquant de matériel pédagogique, aux hôpitaux dépourvus de médicaments essentiels. Ce contraste saisissant entre l'opulence ostentatoire de la capitale américaine et la pauvreté persistante de son pays renforçait sa détermination. Il ne représentait pas seulement le Burkina Faso, mais tous ces Africains ordinaires dont les vies avaient été sacrifiées sur l'autel des intérêts géopolitiques et économiques des grandes puissances. Cette responsabilité, loin de le paralyser, le galvanisait. Demain, face aux caméras du monde entier, il parlerait pour tous ceux qui n'avaient jamais eu voix au chapitre dans les décisions qui affectaient pourtant directement leur existence. Cette nuit-là, Ibrahim Traoré dormit peu mais se réveilla avec une clarté d'esprit absolue sur ce qu'il devait accomplir. Le grand hall du centre de conférence de Washington présentait un spectacle impressionnant de puissance institutionnelle et de protocoles diplomatiques minutieusement orchestrés. Les drapeaux des nations participantes formaient une forêt de symboles nationaux, mais leur disposition spatiale révélait déjà la hiérarchie implicite des relations internationales. Les délégations occidentales occupaient les places centrales, bénéficiant d'une visibilité maximale pour les caméras et d'une proximité stratégique avec les modérateurs. Les représentants africains, dont Ibrahim Traoré, se trouvaient relégués sur les côtés, dans une position qui symbolisait parfaitement leur statut périphérique dans l'architecture du pouvoir mondial. Cette géographie physique de la marginalisation n'échappa pas au président burkinabé, qui y vit confirmation de tout ce que son équipe avait anticipé. Cependant, loin de le décourager, cette mise en scène renforça sa détermination à rompre avec ce script préétabli. Les discours d'ouverture, prononcés par les hôtes américains et les dignitaires européens, développaient le narratif habituel de la coopération internationale et du partenariat pour le développement, utilisant un vocabulaire euphémisant qui masquait soigneusement les rapports de domination réels. Les premières interventions des délégations occidentales établirent rapidement les paramètres du débat que les organisateurs souhaitaient imposer. Les représentants français insistèrent sur les dangers du terrorisme au Sahel, présentant la présence militaire occidentale comme indispensable à la stabilité régionale. Leur argumentation, habile et documentée, s'appuyait sur des statistiques sélectives montrant l'augmentation des attaques terroristes dans les zones où les forces occidentales s'étaient retirées. Cette présentation omettait soigneusement de mentionner que ces mêmes forces avaient été présentes pendant des décennies sans parvenir à éradiquer le phénomène, et que leur présence elle-même contribuait parfois à alimenter le ressentiment populaire exploité par les groupes armés. Les diplomates américains, de leur côté, développèrent un discours sur la nécessité des investissements étrangers pour le développement africain, brandissant les chiffres gonflés que l'équipe burkinabé avait déjà identifiés comme manipulés. Leur rhétorique présentait la dépendance économique non comme un problème, mais comme une solution inévitable pour des pays manquant de capitaux et d'expertise technique. Cette inversion de la réalité constituait l'essence même de l'idéologie néocoloniale, présenter la domination comme un service rendu. Ibrahim Traoré écouta ces interventions avec une attention soutenue, prenant des notes et observant les réactions des autres délégations africaines. Il remarqua que certains de ses homologues acquiesçaient poliment aux arguments occidentaux, adoptant la posture attendue de gratitude pour l'aide reçue. Cette attitude de soumission courtoise, fruit de décennies de conditionnement diplomatique, illustrait parfaitement le défi auquel il était confronté. Il ne s'agissait pas seulement de convaincre les Occidentaux, mais aussi de réveiller ses pairs africains, de leur rappeler qu'une autre posture était possible. Lorsque vint enfin son tour de parler, tard dans la journée comme prévu par les organisateurs, une partie significative de l'audience médiatique s'était déjà dispersée. Cependant, les caméras africaines, elles, restaient braquées sur lui, transmettant en direct vers des millions de foyers du continent. Ibrahim Traoré monta à la tribune avec la démarche assurée d'un soldat marchant au combat. Il savait que les prochaines minutes détermineraient non seulement sa propre légitimité, mais l'image que toute une génération d'Africains aurait de ses possibilités d'émancipation. Le discours préparé par Amadou et son équipe était un modèle d'équilibre entre fermeté et diplomatie, mais Ibrahim Traoré prit rapidement la décision de s'en écarter partiellement. Les mots soigneusement pesés de ses conseillers constituaient une base solide, mais le moment exigeait quelque chose de plus direct, de plus authentique. Il commença par remercier les organisateurs, respectant ainsi les formes protocolaires, avant d'entrer dans le vif du sujet avec une franchise désarmante. Il évoqua les chiffres concernant l'exploitation des ressources minières burkinabées, exposant publiquement l'écart entre les statistiques officielles du sommet et la réalité documentée par ses services. Cette révélation, présentée avec calme mais fermeté, créa un malaise palpable dans l'assistance. Pour la première fois dans ce type de forum, un leader africain accusait directement ses hôtes de manipulation statistique, sortant du registre habituel des reproches voilés et des allusions diplomatiques. Traoré poursuivit en démontrant comment les investissements annoncés ne se matérialisaient jamais pleinement sur le terrain, créant une illusion de générosité occidentale qui masquait la perpétuation de l'exploitation. Sa voix restait posée, presque professorale, mais chaque phrase portait l'accusation d'un système entier.
L'atmosphère dans le grand hall changea radicalement lorsqu'Ibrahim Traoré aborda la question de la présence militaire étrangère en Afrique. Il rappela que les forces occidentales stationnées au Sahel depuis plus de 15 ans n'avaient pas empêché la multiplication des groupes armés, bien au contraire. Les statistiques qu'il présenta, compilées par des sources indépendantes, démontraient que les attaques terroristes avaient quadruplé entre 2015 et 2021, précisément pendant la période de présence militaire étrangère la plus intense. Cette corrélation embarrassante réfutait l'argument central de la nécessité de la tutelle sécuritaire occidentale. Mais Traoré alla plus loin, évoquant les documents déclassifiés révélant comment certaines interventions militaires occidentales avaient déstabilisé des régions entières, créant les conditions mêmes de l'insécurité qu'elles prétendaient combattre. L'exemple de la Libye, transformée en État failli après l'intervention de l'OTAN, servit d'illustration tragique de cette logique perverse. Le président burkinabé n'accusait pas directement les puissances présentes de malveillance délibérée, mais son argumentation conduisait inévitablement à questionner leur véritable motivation. Cette approche sophistiquée, laissant l'audience tirer ses propres conclusions, s'avérait plus efficace qu'une dénonciation frontale qui aurait pu être facilement écartée comme du ressentiment anti-occidental. C'est alors qu'un incident apparemment mineur déclencha la séquence qui allait marquer durablement ce sommet. 2 agents du secret service américain, suivant probablement des instructions préétablies, s'approchèrent de la tribune sous prétexte d'un ajustement technique nécessaire. Leur démarche, leurs gestes mesurés, tout dans leur attitude suggérait une tentative d'intimidation subtile visant à interrompre le flux du discours de Traoré. C'était une tactique éprouvée lors de précédents sommets, créer une distraction, briser l'élan d'un orateur gênant, reprendre le contrôle du timing. Les caméras captèrent ce moment avec précision, transmettant aux téléspectateurs africains une image qui résonnait puissamment avec la mémoire collective du continent. Pour beaucoup, cette scène évoquait immédiatement d'autres moments historiques où des leaders africains avaient été physiquement menacés ou écartés lorsqu'ils osaient parler trop franchement. Le retour d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou ressembla davantage à un triomphe populaire qu'à une simple arrivée présidentielle. Dès l'annonce de l'atterrissage de son avion, des dizaines de milliers de Burkinabés convergèrent vers l'aéroport, débordant les dispositifs de sécurité et transformant les avenues en une mer humaine scandant des slogans de fierté nationale. Les jeunes, particulièrement nombreux, brandissaient des pancartes reprenant la phrase désormais iconique « Nous ne sommes pas Lumumba ». Cette mobilisation spontanée, que le pouvoir n'avait ni organisée ni anticipée, témoignait d'un phénomène plus profond qu'un simple soutien à un leader politique. C'était l'expression d'une génération africaine qui se réappropriait son histoire et son avenir, qui refusait la fatalité de la domination et réclamait sa place dans le concert des nations. Les femmes des marchés, les chauffeurs de taxi, les enseignants, les étudiants, tous se retrouvaient dans ce moment de dignité collective. Ibrahim Traoré, apparaissant à la porte de l'avion et saluant la foule, comprit que quelque chose d'irréversible s'était produit. Il n'était plus seulement le président du Burkina Faso, mais était devenu le symbole d'une aspiration continentale à la souveraineté réelle. Les jours qui suivirent le retour de Washington furent marqués par une intensification des contacts diplomatiques avec d'autres pays africains, notamment ceux du Sahel partageant des préoccupations similaires. Le Mali et le Niger, qui avaient eux aussi rompu avec les anciennes tutelles, virent dans le geste de Traoré une validation de leur propre choix stratégique. Des délégations se multiplièrent entre Ouagadougou, Bamako et Niamey, jetant les bases d'une coordination régionale approfondie. Ces discussions ne se limitaient pas à des déclarations de principe, mais abordaient des questions concrètes. Harmonisation des politiques minières pour éviter la concurrence entre pays africains qui profitaient surtout aux multinationales, création d'un fonds commun pour financer les infrastructures régionales sans recourir aux prêts conditionnés des institutions financières internationales, mutualisation des capacités de renseignement et de sécurité pour faire face aux groupes armés. Cette dynamique d'intégration régionale, si elle se concrétisait, pourrait transformer radicalement les rapports de force. Un bloc sahélien uni, contrôlant d'importantes ressources naturelles et présentant un front diplomatique cohérent, disposerait d'un pouvoir de négociation bien supérieur à celui de pays isolés. Les chancelleries occidentales observaient ces développements avec une inquiétude croissante, conscientes que l'effet domino déclenché par Traoré pouvait remettre en cause l'ensemble de leur stratégie africaine. Au-delà du Sahel, l'onde de choc de l'épisode de Washington se propagea à travers tout le continent africain, suscitant des réactions diverses mais généralement positives. En Afrique de l'Ouest, des mouvements de jeunesse s'organisèrent rapidement pour demander à leur propre gouvernement d'adopter des positions plus fermes face aux anciennes puissances coloniales. Au Nigeria, malgré les traditionnelles réticences du géant régional à s'engager dans des confrontations directes avec l'Occident, l'opinion publique exerça une pression croissante pour que le gouvernement soutienne publiquement la démarche burkinabé. En Afrique de l'Est, au Kenya et en Tanzanie, des intellectuels et des activistes organisèrent des conférences et des débats publics sur le thème de la souveraineté économique réelle, prenant l'exemple de Traoré comme point de départ. Même en Afrique australe, traditionnellement plus prudente dans sa rhétorique anti-occidentale, des voix s'élevèrent pour saluer le courage du président burkinabé.
Cette effervescence continentale témoignait d'une maturation politique de l'Afrique. La génération qui avait vécu les indépendances formelles des années 60 avait été largement déçue par la perpétuation de la domination sous d'autres formes. La génération actuelle, connectée, informée, refusait de répéter cette expérience et cherchait des modèles alternatifs d'affirmation souveraine. Cependant, toutes les réactions africaines ne furent pas positives, révélant les divisions et les intérêts contradictoires qui traversent le continent. Certains gouvernements, particulièrement ceux fortement dépendants de l'aide occidentale ou liés par des accords de défense avec les anciennes puissances coloniales, prirent leur distance avec la démarche de Traoré. La Côte d'Ivoire, historiquement proche de la France, exprima par la voix de certains de ses diplomates des réserves sur ce qu'elle qualifiait d'approche confrontationnelle risquant de nuire aux intérêts économiques de l'Afrique. Le Sénégal, sous pression de ses partenaires occidentaux, adopta une position ambiguë, saluant vaguement le courage du leader burkinabé tout en soulignant l'importance de maintenir des relations constructives avec tous les partenaires internationaux. Ces divisions n'étaient pas surprenantes, elles reflétaient les différentes positions dans lesquelles se trouvaient les pays africains, certains ayant plus de marge de manœuvre que d'autres en raison de leur taille, de leurs ressources ou de leur histoire particulière. Ibrahim Traoré comprenait ces nuances et ne cherchait pas à imposer un modèle unique. Son objectif était plutôt de démontrer qu'une alternative était possible, que l'Afrique disposait d'options au-delà de la soumission résignée aux dictats occidentaux. La diaspora africaine joua un rôle crucial dans l'amplification et la consolidation de l'impact du moment de Washington. Dans les grandes métropoles occidentales abritant d'importantes communautés africaines, l'épisode Traoré devint un catalyseur puissant de mobilisation et de fierté identitaire. À Paris, des manifestations rassemblèrent des milliers d'Africains et d'Afrodescendants devant l'ambassade du Burkina Faso, exprimant leur soutien au président et dénonçant les tentatives d'intimidation dont il avait fait l'objet. À Londres, des intellectuels africains organisèrent un colloque sur le thème Lumumba, Sankara, Traoré, continuité et rupture dans les luttes de souveraineté africaine, établissant une généalogie historique de la résistance. À Montréal, New York, Bruxelles, partout où se trouvaient des communautés africaines significatives, des événements similaires se produisirent. Cette mobilisation diasporique n'était pas seulement symbolique. Elle créait une pression politique tangible sur les gouvernements occidentaux, particulièrement en période électorale où les votes des communautés africaines pouvaient peser dans la balance. De plus, la diaspora, souvent mieux connectée aux réseaux médiatiques et académiques internationaux, servait de relais efficace pour diffuser le narratif africain de l'événement, contrebalançant les interprétations occidentales dominantes. Cette synergie entre l'Afrique continentale et sa diaspora marquait une évolution importante. La lutte pour la souveraineté africaine n'était plus confinée géographiquement, mais devenait un mouvement transnational mobilisant des ressources et des solidarités à l'échelle mondiale. Sur le plan économique, les semaines suivant le sommet de Washington furent marquées par une série de manœuvres et de contre-manœuvres révélant les enjeux matériels sous-jacents aux postures symboliques. Comme prévu par les analystes, certaines institutions financières occidentales commencèrent à exercer des pressions discrètes sur le Burkina Faso. La stratégie d'Ibrahim Traoré face au piège américain nous enseigne une leçon fondamentale. L'intelligence stratégique peut compenser le déséquilibre de puissance quand elle s'appuie sur une légitimité populaire inébranlable. En diffusant de fausses rumeurs de capitulation, en mobilisant 50 000 personnes avant son départ, en transformant chaque pression en preuve de sa justesse, le président burkinabé a montré qu'un dirigeant déterminé peut encore défier les géants. Washington pensait contrôler le scénario, mais c'est finalement Traoré qui a écrit le script final. Cette partie d'échec géopolitique est loin d'être terminée et les prochains coups seront décisifs pour l'avenir de toute l'Afrique. Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Vos commentaires apportent toujours des perspectives enrichissantes, alors partagez votre avis sans hésitation. Si ce décryptage vous a captivé, laissez un like pour encourager ce type de contenu approfondi. À très bientôt.